Au sommaire de ce journal, ouverture ce lundi de la session de septembre au Parlement. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est revenu sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est du pays. Et à la Chambre haute, Jean-Michel Samaloukonde a déclaré que le Sénat appuie l'approche du chef de l'État de tenir le dialogue national à sa propre initiative dans une perspective républicaine et souveraine. Et conformément aux prescriptions de la Constitution, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a remis ce lundi au président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe le projet de loi de finances pour l'exercice 2026. Il s'élève à 20,3 milliards de dollars américains. Pétition contre Vital Kamerhe, 262 signatures ont été récoltées. Les députés pétitionnaires maintiennent leur position et rejettent le pardon exprimé par le président de l'Assemblée nationale. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous à la une de l'actualité. Rentrée parlementaire à la Chambre haute du Parlement. Jean-Michel Samaloukonde a déclaré que le Sénat appuie l'approche du chef de l'État de tenir le dialogue national à sa propre initiative dans une perspective républicaine et souveraine. Il a observé par ailleurs des signaux positifs dans la mobilisation des recettes du budget de l'exercice en cours. On écoute le président du Sénat. La session qui s'ouvre ce jour étant essentiellement budgétaire, le Sénat sera tenu, en temps opportun, d'examiner la loi de finances pour l'exercice 2026, dès qu'elle lui sera transmise par la Chambre seule. Le vote du budget, loin d'être un simple exercice constitutionnel de routine, auquel nous nous livrons chaque année, est en réalité la traduction en chiffres des charges de l'État, des moyens qu'il se propose de disposer pour les supporter, ce qui requiert de la rigueur, tant dans la maximisation des recettes que dans l'affectation des dépenses. À ce stade de mon allocution, que me soit permis de noter avec satisfaction, nonobstant les conséquences néfastes liées à la guerre dans la partie orientale de notre pays, nous observons des signaux positifs dans la mobilisation des recettes du budget de l'exercice en cours. Cependant, sous réserve de la reddition des comptes du budget clos de l'exercice 2024 et celui en cours, leur exécution accuse des faiblesses qui affectent le bon fonctionnement des institutions de l'État. C'est ici l'occasion, chers collègues, de nous exhorter à plus de rigueur dans l'examen du projet de loi de finances de l'exercice 2026. Les députés nationaux ont repris ce lundi le chemin de l'hémicycle pour la session ordinaire de septembre, essentiellement budgétaire. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est revenu sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est du pays. Suivez. C'est ce lundi 15 septembre 2025 que les élus nationaux ont repris le chemin de l'hémicycle après 3 mois des vacances parlementaires, une rentrée qui intervient dans un contexte sécuritaire tendu. S'exprimant devant les élus, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, est revenu sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo, invitant ses collègues députés à privilégier l'intérêt du peuple plutôt que les querelles internes. Appelant à la sérénité, Kamerhe a affirmé que l'Assemblée nationale doit rester un cadre des cohésion et des travail constructifs. Au sortir de cette séance plénière, quelques députés nationaux sont revenus sur les discours du speaker de la Chambre basse du Parlement. Ils reviennent sur l'aspect autour du programme d'action de cette session de septembre. En ce qui concerne cette session du mois de septembre, c'est une session qu'on qualifie de session budgétaire parce que son but principal est de recevoir le projet de loi sur le budget que propose le gouvernement. Alors moi j'ai retenu 2 aspects principaux du discours du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kamerhe. C'est que dans un premier temps, il a parlé d'un budget qui va avoir un caractère social, outre les aspects d'investissement. Il a insisté sur le fait que le budget qui sera voté cette année soit d'abord un budget à caractère social, et ensuite il a insisté pour que ce budget ait un caractère de renforcement
de l'unité et de la cohésion nationale. Il a fait un très bon discours que je considère un discours courageux. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu les difficultés que rencontre notre population à l'est de la République démocratique du Congo. Il a aussi mentionné qu'il a déjà reçu de main de Madame la Première ministre le budget, la loi de finances 2026, le projet de loi de finances 2026 que nous allons examiner, que nous allons traiter en tant que législateurs. Notons qu'au cours de cette plénière, le président de l'Assemblée nationale a rappelé que plusieurs des préoccupations soulevées par les députés avaient déjà trouvé des réponses concrètes grâce au travail engagé ces dernières semaines. Et conformément aux prescriptions de la Constitution, la Première ministre Judith Suminwa a remis ce lundi au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, le projet de loi des finances pour l'exercice 2026. La remise solennelle de ce document, en présence des membres du bureau de la Chambre basse du Parlement, marque l'ouverture officielle du cycle budgétaire national. Regardez. En vertu de l'article 106 de la Constitution, le gouvernement est tenu de déposer le projet de loi de finances au plus tard le 15 septembre avant l'ouverture de la session parlementaire ordinaire. En respectant ces délais, l'exécutif honore cette exigence constitutionnelle et engage le processus de planification des ressources et des charges de l'État pour l'année à venir. La Première ministre a indiqué que l'enveloppe globale de ce projet s'élève à 59 milliards de francs congolais, soit à 20 milliards de dollars américains, représentant une progression de 16% par rapport à l'exercice précédent. Elle a précisé que les priorités du gouvernement se concentrent sur le renforcement des services sociaux de base, la poursuite des investissements structurants en infrastructures et énergie, la consolidation de la sécurité nationale, la couverture du service de la dette et les transferts aux provinces. Concernant l'agriculture, Judith Suminwa a précisé que la baisse apparente du budget découle d'une nouvelle répartition de crédits, certains investissements étant désormais rattachés au ministère du Plan et au programme de développement local de 145 territoires, conformément à la nomenclature budgétaire. Dans le même élan, le gouvernement a également déposé le projet de loi de reddition de comptes 2024, acte qui traduit l'obligation constitutionnelle de transparence dans la gestion des finances publiques. L'agriculture, vous verrez, quand on regarde à première vue, on a l'impression qu'on a baissé, mais il y a une répartition aussi au niveau des crédits d'investissement des provinces pour l'agriculture, ainsi qu'au niveau du PDL 145 territoires. Et donc ces éléments-là se retrouvent au niveau du ministère du Plan, comme le veut la classification au niveau du budget. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a salué la remise de ce document fondamental qui constituera l'axe majeur de travaux de la session en cours. Le geste que vous venez de poser, c'est un geste républicain qui va nous amener tout de suite à notre travail. Nous avons promis aux députés après consultation de tous les caucus que nous aurons une conférence élargie à votre équipe ici. Il appartiendra désormais à l'Assemblée nationale d'examiner le texte. La Commission économique et financière sera la première instance saisie pour analyser, amender et préparer le rapport devant être soumis à la plénière. Le député dispose d'un délai d'environ 40 jours pour se prononcer avant transmission au Sénat, conformément à la procédure bicamérale. Quelques minutes après son discours solennel, ses collègues, les collègues du président de l'Assemblée nationale, se sont quand même présentés au bureau des réceptions du courrier avec leurs pétitions dans les couloirs. Les élus qui ont même dû user de quelques muscles ont laissé entendre que des instructions seraient provenues en haut lieu pour tourner la page Kamerhe. Un air de déjà-vu dans les couloirs du Palais du Peuple. Depuis 2019, après Kaboundé Mabunda, puis Tamouemamba au Sénat, le jour de Vital Kamerhe à son tour semble de plus en plus compté au bureau de l'Assemblée nationale. À chaque fois, le même scénario, excuses refusées, bureau de réception scellé, huissier de justice convoqué pour réceptionner le document. Depuis quelques semaines, des élus ont fait savoir aux médias qu'ils n'étaient plus convaincus par la gestion du président de leur bureau et ont récolté des signatures par dizaines puis par centaines pour tourner sa page.
Il est reproché à Caméré une gestion opaque, en termes plus clairs, de ne pas suffisamment mouiller le maillot pour un social des élus à la hauteur de la dernière législature. Pour sa défense, c'est lui qui a pourtant bénéficié de la bénédiction de Félix Tshisekedi pour accéder à ce poste. Après des primaires serrées, Vital Caméré affirme ne pas disposer des mêmes fonds que son prédécesseur, vu la situation sécuritaire du pays beaucoup plus dégradée aujourd'hui. Malgré cela, à la veille de cette rentrée parlementaire, nous avons appris par des sources concordantes qu'une manœuvre a été effectuée pour la hausse des émoluments des députés nationaux qui devrait de nouveau atteindre quelques 20 000 $ par mois. Pas assez pour dissuader les élus qui auraient obtenu un mot d'ordre en haut lieu. Les noms de quelques membres du gouvernement et conseillers à la présidence de la République reviennent dans ce coup de force qui n'a vu Félix Tshisekedi piper mot pour le moment. L'UDPS, le parti présidentiel par contre, a été obligé de réagir parce que le pétitionnaire en chef est un élu inscrit sur sa liste. Selon Augustin Kabouya, la haute autorité politique, c'est-à-dire Félix Tshisekedi, n'a rien dit à ces sujets et il ne peut donc se prononcer ni pour ni contre une telle démarche qui est une démonstration de la vitalité démocratique. Vital Caméré n'en est pas à son premier lot d'humiliation, déjà sorti par la petite porte lors de son premier passage à la tête de l'Assemblée nationale sous Joseph Kabila. Il a même été condamné et emprisonné à Makala alors qu'il occupait le poste de directeur de cabinet du président Tshisekedi en 2020. Dans un épisode un peu plus récent, il a été attaqué en famille par un commando qui était à deux doigts d'en finir avec sa vie avant de se retrouver au palais de la nation prétextant une tentative de coup d'État mal ficelée. À chaque fois, la réaction a toujours été molle de la part d'un leader politique arrivé 3e à la présidentielle de 2011 derrière Joseph Kabila et Étienne Tshisekedi, feu père de l'actuel chef de l'État. Et puis ce chiffre, 20 milliards de dollars américains comme budget pour 2026, l'opinion publique se demande quels sont les éléments qui concourent à une telle augmentation du budget de la République démocratique du Congo. En RDC, vous le savez, le budget de l'État est constitué essentiellement des recettes en ressources propres. Ajoutez à cela les financements extérieurs. Vous comprendrez par là la grande participation du ministère des Finances avec les 3 régies financières sous sa tutelle. 20,3 milliards de dollars américains, tel est l'avant-projet du budget adopté en Conseil de ministres. Face à ce défi, les régies financières, sous l'encadrement de Doudou Fwamba, naturellement, sont appelées à mouiller le maillot, comme d'habitude. 20,3 milliards de dollars comme budget pour 2026, l'opinion s'interroge. Quels sont les éléments qui concourent à une telle augmentation du budget de la République démocratique du Congo? Ndeka président Lobaki, la patrie a Doudou Fwamba, tu atteindre même 60 milliards. En RDC, le budget de l'État est constitué essentiellement des recettes en ressources propres. Ajoutez à cela les financements extérieurs. Vous comprendrez par là la grande participation du ministère des Finances avec les 3 régies financières sous sa tutelle. Pour Doudou Fwamba, la mobilisation des recettes est non seulement une exigence budgétaire, mais surtout un levier de croissance économique et de création d'externalités positives pour le pays. La réussite de cette démarche suppose une discipline accrue, une meilleure gouvernance et l'engagement de toutes les régies financières. Au courant du mois d'août, par exemple, les recettes réalisées se sont élevées à 1,9 milliard de francs congolais, soit 103% par rapport aux prévisions. Au cumul, les recettes mobilisées du 1er janvier au 31 août 2025 atteignent 18,110,5 milliards de francs congolais, soit 97,8% à la fin d'août et 63,9% des prévisions budgétaires annuelles fixées à 28 350 milliards de francs congolais. Comparées à la même période en 2024, elles affichent donc une hausse de 8%. Le gap à mobiliser d'ici décembre est conséquent, 10 239 milliards de francs congolais répartis entre la DGDA, la DGI et la DGRAD. Pour renforcer la mobilisation des recettes, plusieurs réformes ont été mises en œuvre, telles que l'accélération de la génération de la facture normalisée,
la mise en place de la télédéclaration de la TVA dans les structures opérationnelles de la DGI, la simplification de la performance des régies financières, la fiscalisation des placements extérieurs des banques commerciales, la réforme de l'intangibilité des dividendes de l'État dans les entreprises en joint venture. Ces mesures visent à améliorer l'efficacité dans la collecte des recettes et à garantir une meilleure transparence dans la gestion des finances publiques. Doudou Fwamba réaffirme son engagement à accélérer les réformes fiscales et à moderniser les outils de collecte conformément à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Autre chose à présent, renforcement de la coopération économique et commerciale entre la RDC et l'Égypte. Le sujet était au centre des discussions entre le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, et le représentant du groupe Mahmoud Samit Holding au Caire. La mise en œuvre du mémorandum d'entente signé au mois de mai dernier à Kinshasa entre le gouvernement congolais par l'entremise du ministère du Commerce extérieur et le groupe d'entreprises égyptiennes Mahmoud Samin Holding a été évalué ce dimanche 14 septembre au Caire par le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya, entouré des experts, et Mahmoud Saïm, CEO du groupe Mahmoud Saïm Holding. Les deux parties ont salué l'exécution des différents points convenus à Kinshasa, dont l'installation de la Chambre de commerce égyptienne, aujourd'hui opérationnelle dans la capitale congolaise. Ainsi, elle projette d'organiser à Kinshasa, avant la fin de cette année, une foire dans laquelle seront explorés les domaines dans lesquels les entreprises égyptiennes vont œuvrer en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a précisé le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, au cours de l'interview accordée à la presse congolaise et égyptienne. Des contrats seront signés entre les entreprises congolaises et égyptiennes dans plusieurs secteurs, dont l'agriculture, l'élevage et la pêche. Ces deux pays comptent transformer les problèmes en commun en opportunités d'affaires, avec des échanges qui sont projetés à 1 milliard de dollars américains dans 3 ans et à des dizaines de milliards de dollars américains entre 5 et 10 ans, a ajouté le ministre du Commerce extérieur, qui a salué les capacités techniques et financières du groupe Mahmoud Saïm Holding, qui construit de grandes infrastructures qui métamorphosent le nouveau Caire. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, nous a instruit de passer désormais à l'acte dans ce nouveau gouvernement pour éviter des théories. Je voudrais ici inviter la Fédération des entreprises du Congo, la FEC, à pouvoir se joindre à nos efforts pour que lorsque nous allons nous retrouver à Kinshasa dans cette activité foraine, eh bien que les entreprises égyptiennes puissent collaborer avec les entreprises congolaises. Côté égyptien, le CEO du groupe Mahmoud Saïm Holding a félicité le gouvernement congolais pour le pragmatisme de son ministre du Commerce, plus que déterminé à accélérer la mise en œuvre de cette coopération économique et commerciale. Autrefois pilier de l'Alliance des acteurs attachés au peuple, l'Alliance et Action pour l'État de droit, dirigée par Richard Mulumba, fait désormais officiellement partie de l'Union sacrée de la Nation en signant son acte d'adhésion. Ce regroupement politique a réaffirmé son soutien total au chef de l'État, Félix Tshisekedi, et s'engage à jouer un rôle actif dans la dynamique de la majorité présidentielle. Regardez. Désormais membre à part entière de l'Union sacrée de la Nation, l'Alliance et Action pour l'État de droit, regroupement politique électoral dirigé par son président Richard Mulumba, a confirmé son adhésion à cette méga plateforme de la majorité présidentielle mise en place par le président de la République, Félix Tshisekedi. Accompagné d'un échantillon de ses membres, Richard Mulumba a signé ce lundi l'acte d'adhésion à l'Union sacrée de la Nation, réaffirmant ainsi son soutien indéfectible à son initiateur et autorité morale. L'Union sacrée, c'est la majorité présidentielle organisée politiquement par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Alliance Action pour l'État des droits, en abrégé AE, est un des piliers de l'Union sacrée, de la fondation jusqu'à ce jour. Et nous sommes venus confirmer notre présence dans les rangs pour soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
en tant que force politique, il y a une effectivité et une légitimité dans les institutions. Et nous devons travailler ensemble, l'union fait la force, pour conserver les pouvoirs, pour pérenniser les pouvoirs, pour perpétuer ces pouvoirs. Et pour les perpétuer, il faut que l'union sacrée soit solide, fort, populaire et rassemblée. Et cela exige qu'il y ait des actes. Nous venons de faire un de ces actes, c'est la signature des confirmations de notre identité en tant que membre actif à part entière de l'union sacrée. Cette adhésion marque un tournant décisif dans le parcours politique de Richard Mulumba avec de nouvelles actions d'envergure prévues sur l'ensemble du territoire national. Redynamiser les activités du parti, c'est l'essentiel du message du secrétaire général chef du parti Lumumbiste Unifié, le professeur Willy Makiashi, pour le 61e anniversaire de ce parti. Après les festivités organisées à l'intérieur et à l'extérieur du pays, c'est ce dimanche 14 septembre que les cadres et militants du parti Lumumbiste Unifié ont fêté avec faste à Kinshasa les 61e anniversaire de cette formation politique. Les militants des provinces Palou de Kinshasa, Funa et Lukunga se sont réunis à l'espace Bel Air à Masangambila, dans la commune de Mongafula, et ceux de la Tchangou et Mont-Amba se sont regroupés à l'entrée principale de la route Njoko. À Mongafula, c'est le secrétaire permanent et porte-parole du parti, Abel Falachi, qui a transmis le message du secrétaire général chef du parti, le professeur Willy Makiashi. Avec le message du secrétaire général chef du parti, où il faut redynamiser notre parti, redynamiser les activités du parti sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons demandé à tous les militants qu'il n'y a pas deux chefs du parti au Palou, il n'y a qu'un seul chef du parti qui est le professeur Willy Makiashi. À la date d'aujourd'hui, à Tchangou par exemple, il y a l'adhésion, pas l'adhésion réellement, mais c'est le retour de tous les militants du Palou qui étaient éparpillés d'une façon ou d'une autre, où les impérialistes ont trompé aujourd'hui. Ils ont compris que l'unique chef du parti, c'est le professeur Willy Makiashi. Plusieurs hauts cadres du parti ont pris part à ces festivités, notamment le secrétaire permanent adjoint Rufin Kulunga, Ruth Malongo et Jocelyne Lusinga et quelques secrétaires nationaux du Palou. Parti socialiste, le parti Lumumbiste Unifié a été créé le 22 août 1964. La grande route Efo-Bank dans la commune de Lantsele va bientôt être asphaltée. Les travaux de construction seront lancés dans les jours qui suivent pour faciliter la circulation des personnes et leurs biens dans ce coin à forte densité. Et ceci grâce à l'implication d'un notable de la Tchangou et coordonnateur de l'ESBEL, les amis de Doudou Fouamba, Philippe Matanzi, qui a trouvé gain de cause après avoir réussi à faire parvenir le plaidoyer des habitants de ce coin auprès des autorités du pays. C'est un pari gagné pour Philippe Matandi, un véritable homme de terrain. Le notable de la Tchangou et coordonnateur de l'association sans but lucratif, les amis de Doudou Fouamba Likonde Libotaï, est porteur d'une bonne nouvelle. Le lancement bientôt par le gouvernement congolais de la construction de la route Efo-Bank au quartier Talangay dans la commune de Lantsele. Ceci grâce à son plaidoyer auprès des autorités du pays après avoir palpé du doigt d'énormes difficultés de circulation des personnes et de leurs biens auxquelles fait face la population suite à l'état très sablonneux de cette route depuis toujours. Merci à Liboso, président Félix Tshisekedi, Antoine Tshilombo, pour na kokanisa biso bana na ye na kosalela biso makada pour na souffrance na simana yango na remercier lisusu ya finance Doudou Fouamba Libotaï pe na suki tsana te na ye ko remercier Philippe Matanzi oyo azali ko bundela biso tongo midi pourquoi pour na nzela na biso ezala malamu tozanga ko souffrir tozala ne moko na baninga. En tout cas Philippe Matanzi a otika biso te. En tout cas bonne pas que non aza pa na souci na biso po azolande la position na biso na kati ya quartier. Peut-être comme on appelle que non suivi pende ezali. Philippe Matandi, un digne fils de la Tchangou qui ne cesse de redonner sourire aux habitants de son district à travers des actions concrètes
d'une telle envergure. Une fois finie, la route Infobank va désenclaver plusieurs quartiers de ce coin, notamment Talangay et Mikou, et ainsi faciliter les activités commerciales. Et puis la fondation Henri Barapama Mutombo a été à la rescousse des quelques villages souvent abandonnés de sa circonscription électorale. Le député national a dépêché une délégation pour faire des dons des kits scolaires et des bons, question d'encourager les élèves. Dans plusieurs villages reculés du Lualaba, comme Mwangeji et Mouilou, les enfants étudiaient à même les sols avant l'apparition d'une nouvelle lueur avec Henri Barapama Mutombo. Nous connaissons tous que l'éducation est derrière, c'est ça même la base. Avec l'honorable Andy, c'est un jeune qui se bat beaucoup plus pour le développement de la jeunesse. De deux, je remercie encore notre chère mère, Maman Fifi Masuka. C'est à travers elle que l'autre monde, M. Honorable Andy Barampana, un monsieur qui a un bon cœur, parce que si aujourd'hui on en a des jeunes comme M. Andy Barampana, 5 ou 6, j'espère que la province peut être développée très bien. À travers sa fondation, le député national a lancé une opération de solidarité inédite pour améliorer les conditions d'apprentissage dans ces zones souvent oubliées. La délégation est d'abord arrivée à Solwezi, dans l'Institut Mapendo. Sur place, les représentants de plus ou moins 5 autres écoles étaient présents pour recevoir les dons des kits scolaires composés essentiellement des sacs, des cahiers et des chaussures, ainsi que des 1000 bancs remis aux écoles du territoire de Luchacha. Merci sana, Mungu amubariki sana, endelee na maisha yake parce que yako natukumbuka kila année na année. Un geste généreux d'Henri Barapama Mutombo qui a émerveillé les bénéficiaires. Honorable Henri Barapama, il s'est dit non, je dois aller là-bas, au fin fond, là où il y a les enfants qui souffrent, là où il y a les enfants qui étudient par terre. Il a envoyé son équipe pour vérifier et pour voir ce qui se passe dans les fins fonds. C'est tard dans la soirée que la délégation a fini sa mission avec un cœur rempli de joie. Ferveur populaire à Kasenga, dans la province du Haut-Katanga, hier dimanche 14 septembre, alors que les députés provinciaux élus de ce territoire, Samuel Kilolo, retrouvait sa base électorale pour le camp de ses vacances parlementaires. À cette occasion, les habitants du territoire de Kasenga ont réclamé le retour du gouverneur Jacques Yabula Katwe, appelé à Kinshasa depuis quelques jours pour des consultations avec sa hiérarchie. Une marée humaine a envahi les rues des Kasenga ce dimanche 14 septembre 2025 pour accueillir l'honorable Samuel Kilolo Yumba, rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, qui est rentré dans son fief électoral pour des vacances parlementaires. De l'entrée de la cité jusqu'aux artères principales en pleine réhabilitation par le gouverneur bâtisseur Jacques Yabula Katwe. Chants, danse et cris de joie ont traduit l'attachement de la population à son élu. Dans son adresse, Samuel Kilolo Yumba a remercié ses électeurs pour cette mobilisation massive, réaffirmant son engagement à défendre leurs aspirations à l'Assemblée provinciale. Il a relayé également le vœu de la population, le retour du gouverneur Jacques Yabula Katwe, dont les actions de modernisation de Kasenga sont déjà visibles. Ici, dans le territoire de Kasenga, il n'y a que Jacques Yabula Katwe, l'élève fidèle de Fati Béton, qui a pu relever le défi de modernisation. C'est d'abord pour marquer notre soutien à son excellence Jacques Yabula Katwe que nous, les enfants de Kasenga, la population tout entière est derrière vous. Même si vous êtes à Kinshasa, mais sachez que notre souhait, nous demandons au chef de l'État à ce que vous rentrez au plus vite possible pour continuer les travaux que vous avez lancés. Aujourd'hui, pour la première fois que depuis Kasenga existe, donc depuis la création, Kasenga va avoir le goudron. C'est grâce à Jacques Yabula Katwe. Et nous, en tant que population, aujourd'hui, nous venons de manifester notre soutien indéfectible au chef de l'État et à Jacques Yabula Katwe. Donc Kasenga, notre gouverneur, c'est Jacques Yabula Katwe. Donc nous demandons le retour de Yabula
À travers cette démonstration populaire, Kasenga réaffirme son soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son engagement à consolider la paix et le développement à la base. Étienne Ochoudi Lutula s'est entretenu avec les agents et cadres de la DGRAD Grand Katanga. C'était à l'occasion d'une mission de travail inscrite dans le cadre du projet gouvernance financière. Sur place, il a pris part à la télé d'évaluation du logiciel intégré de gestion de droits, taxes et redevances. Le directeur général des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GIRAD, Étienne Ochoudi Lutula, est arrivé le dimanche 7 septembre 2025 à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. À son arrivée, il a été accueilli par le directeur provincial de la DGRAD au Katanga, Olomami, Michel Katunda Mandefou. Le lendemain, soit le lundi 8 septembre 2025, à l'hôtel Pullman Grand Caravia, il a participé à la cérémonie d'ouverture de la télé d'évaluation du logiciel intégré des gestions de droits, taxes et redevances, Logirad, en présence de la vice-ministre des Finances, Gracia Yamba, du secrétaire exécutif du comité des pilotages et d'orientation de la réforme et des finances publiques. Coref, Godefroy Missinga, du directeur général adjoint en charge des réformes et questions techniques, Jean Kamouina, des secrétaires généraux des ministères sectoriels, des experts de la DGRAD, des services d'assiette et des délégués des partenaires au développement. Organisés par les COREF, ces travaux ont eu comme objectif de déceler les faiblesses dans le fonctionnement du Logirad. On veut de proposer des pistes et des solutions pour améliorer cet outil informatique inscrit dans le cadre du projet gouvernance financière. Intervenant à cette occasion, le patron de la DGRAD a souligné que la tenue de ces assises s'avère cruciale pour l'avenir du Logirad. Les réclamations et ou plaintes enregistrées par la DGRAD là sur l'utilisation de la plateforme Logirad se résument en termes de non-affichage des notes de taxation des années antérieures après la mise en œuvre de la réforme, à l'occurrence les exercices 2022, la mise en veille répétitive de la plateforme. Cette évaluation du Logirad est intervenue 3 ans après sa mise en obligatoire par les gouvernements pour la première phase d'implémentation de ces logiciels de gestion des recettes non fiscales. 6 secteurs sont concernés, notamment les mines, les hydrocarbures, l'environnement et développement durable, des affaires foncières, le PTNTIC, ainsi que la Direction générale des migrations, DGM. Cette réforme relative à la perception des recettes non fiscales à travers le Logirad assure la traçabilité des opérations effectuées par la DGRAD et les services d'assiette. Ouverture ce lundi à Lubumbashi de l'atelier de formation des techniciens des laboratoires de l'Office congolais de contrôle à la direction de l'OCC au Katanga. Objectif, outiller les auditeurs internes sur la nouvelle norme ISO en vue d'améliorer la gestion des laboratoires. Une formation qui s'inscrit dans le cadre du programme annuel du 3e trimestre 2025 de la direction générale de l'OCC sous l'égide d'Étienne Chimanga Mutombo. Regardez. Pendant 5 jours, des agents venus de Kinshasa, du Congo central, du Nord Kivu, du Lualaba et du Haut-Katanga se forment sur l'audit interne selon les normes ISO CI 17025 et ISO 19011-2018. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Paulin Kasereka Kamouha, directeur provincial adjoint de l'OCC au Katanga. Dans son allocution, il a souligné que cet atelier vise à outiller les auditeurs internes sur le système de management et les auditeurs techniques afin d'améliorer le fonctionnement des laboratoires. Au nom du directeur général de l'OCC, le docteur Étienne Chimanga Mutombo, et au nom du personnel de l'OCC Katanga, nous saisissons cette agréable opportunité pour vous souhaiter la bienvenue ainsi qu'un agréable et fructueux séjour de travail à Lubumbashi. Et nous sommes convaincus que vous sortirez de cet atelier de formation enrichi
de nouvelles connaissances qui permettront à chacun de vous de jouer sa partition afin de permettre au laboratoire de l'OCC d'avoir des systèmes de management cohérents et conformes. Lucie Ndaya, chef de département des laboratoires adjoints, a remercié le directeur général de l'OCC, Etienne Chimanga Mutombo, pour l'organisation de cet atelier. Il a rappelé que la RDC, de par son immensité, a besoin de former davantage de techniciens pour répondre aux besoins des laboratoires à travers le pays. L'OCC dispose d'un réseau national de laboratoires qui comprend 88 laboratoires et le besoin était déjà là pour les auditeurs internes. La formation est assurée par un expert venu de Casablanca au Maroc. Le bureau Veritas Kinshasa est représenté par le responsable technique des Bivac BC. Et c'est ce lundi qu'ont débuté à Kinshasa, à l'hôtel New Malebo, les réunions paritaires nationales de la Société des lignes maritimes congolaises. Ces assises réunissent autour d'une même table le banc patronal et le banc syndical pour discuter des questions sociales et professionnelles au sein de l'entreprise. Il a lui-même lancé ses travaux. Le directeur général Jean-Claude Mukendi Mwenza a, dans son allocution, tenu à remercier le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son accompagnement constant dans la dynamique de redressement et de consolidation de cette société stratégique et a invité le participant à engager des réflexions approfondies sur les décrets portant application du SMIC. C'est pour nous un grand privilège de faire d'une pierre deux coups en réunissant ces jours dans ce beau cadre de l'hôtel Malebo, les hauts cadres de l'entreprise et le représentant de travailleurs. Nous tenons à rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les multiples sacrifices consentis et les efforts innombrables déployés en vue de la défense et de l'intégrité territoriale de notre pays et de la restauration de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Avant cette ouverture officielle, le président de l'intersyndicale, Jacques Madinunga, a salué les respects par la direction générale des accords, textes et dispositions légales en vigueur. Une reconnaissance qui, selon lui, constitue une base solide pour des discussions franches et apaisées entre les deux parties. L'intersyndicale LMC s'est dit satisfaite du fait que le directeur général, M. Jean-Claude Mukendi Mwenza, et son adjoint, Mme Gisèle Boissien Moupa, sont respectueux des lois, des accords, des textes conventionnels et réglementaires en vigueur en République démocratique du Congo. Ces réunions paritaires qui se poursuivent tout au long de la semaine devront aboutir à des résolutions concrètes en faveur des travailleurs, mais aussi du bon fonctionnement des LMC, fleurons du secteur maritime congolais. Et de son côté, le directeur général du bureau central de coordination, Jean Mabi Moulumba, a inspecté samedi les travaux de réhabilitation et de modernisation de la voirie urbaine de Kinshasa, les axes que supervise le BCECO. Dans l'ensemble, tous les chantiers évoluent normalement au-delà des difficultés liées au démontage des panneaux publicitaires, les réseaux de la SNEL et celui de la Régie des eaux. Crispin Chibikoufoua signe ce reportage. Sur terrain et loin de ses bureaux, c'est à 10h locales de ce samedi 13 septembre 2025 que le directeur général du BCECO a débuté sa ronde des chantiers de la voirie de Kinshasa. Jean-Mabi Moulumba tenait à se faire une idée claire sur l'état d'avancement des travaux, mais aussi rassurait le premier bénéficiaire de ces ouvrages qui ont du mal à faire preuve de la patience. Nous sommes ici sur l'avenue de Libération, ex-24 novembre, tronçon Mollard, Upen. Entre Moussala Basala, 6 mois après Bozou Maboulou, na Moussala Basali, 10 ans, 15 ans, Maboulou est raté. Bokolani. Tous en patience. Nous nous devons de mettre à votre disposition des routes de qualité qui doivent durer dans les temps. Soyez patients, dit le DG du BCECO à ces jeunes de Bandalungwa. L'entreprise Malta Forest a déjà achevé les travaux d'assainissement et tient à livrer l'ouvrage dans les délais contractuels, malgré quelques difficultés.
Les difficultés qu'on a actuellement pour le cas de ces projets ici, on a des difficultés sur le panneau. Vous le voyez même, le panneau de publicité. On a une difficulté sur les câblages des SNEL avec la SNEL. Et on a aussi un léger problème avec le cas de la régie des eaux. Sir Nyangwe et Kalembelembe, l'air est au compactage de la chaussée avant le bétonnage. Sur ces chantiers, la femme joue également sa partition. Moi, c'est Ben Mania et Laetitia. Je suis conductrice dans un poids lourd de construction. Et je conduis précisément la pelle chargeuse et le compacteur. Au niveau de l'avenue Itaga, tout se passe comme prévu. Au-delà des difficultés naturelles, les seuls bémols sur ces chantiers, c'est le manque de toilettes pour la population du camp Lufungula qui déverse le matière fécale, notamment sur ces chantiers. Parmi les difficultés retrouvées, nous avons les riverains qui nous dérangent avec la sécurité des enfants qui envahissent la chaussée pendant les travaux. Et nous avons les eaux domestiques, et puis nous avons l'évacuation des défections des occupants du camp de Fungula. Les avenues Wakading, Bokassa, Kabasele Yampanya, Kabambare, Kabinda et autres ont été également inspectés. Jamabi Moulumba s'est dit satisfait. Et pour finir, à l'approche de la saison pluvieuse qui s'annonce abondante, selon la Mételsat, les femmes maraîchères donnent de la voix. Elles ont profité de l'occasion pour solliciter l'accompagnement de la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, pour la réussite de leurs différents projets. Ces femmes courageuses et mamans maraîchères qui cultivent la terre pour nourrir leur famille et approvisionner les marchés locaux sont satisfaites du travail abattu par la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, qui s'illustre depuis plusieurs années par des initiatives sociales et humanitaires. À travers sa fondation, elle a mis en place plusieurs programmes visant à soutenir l'autonomisation économique des femmes. Les mamans maraîchères ont reçu le soutien et la formation technique agricole moderne, la gestion des récoltes et la commercialisation de leurs produits. Ce renforcement des capacités leur permettra non seulement d'augmenter leur rendement, mais aussi et surtout de mieux valoriser leur production sur les marchés. Maman de maman, maman Denise, maman Yabane Belé, maman Nangayi, en tout cas, topesio merci. Na makambo kitoko ya malamu ozo sala ipa batu, ize sengo, nzamba pambola yo. Maman la biso, maman mokonzi, petikalo komola makambo boete na mwase mokonzi lokola yo. Mais biso kwa maman ndenge tokoti likambo yo maman toyi kokumisa nde yo maman tokoti likambo toyi kotombola yo maman Denise tala bana biso basisi ba classe ne bazo ba books ya ofile maman bazo kende ba poto maman toyi kometola yo maman toyi kokumisa yo maman Denise. En plus des formations, Denise Nyakero Tshisekedi a facilité l'accès à des kits agricoles, semences, outils de travail, engrais, permettant ainsi aux maraîchères d'améliorer leurs conditions de travail. Elle soutient également la mise en place des coopératives pour renforcer la solidarité entre femmes et soutenir une meilleure stabilité financière. Ces actions traduisent une vision claire, celle d'un Congo où les femmes, en particulier celles des zones rurales, jouent pleinement leur rôle dans les développements économiques et sociaux. Grâce à son soutien, de nombreuses mamans maraîchères voient leur quotidien transformé et retrouvent l'espoir d'un avenir meilleur pour elles et leurs enfants. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Ouverture ce lundi de la session de septembre au Parlement à la Chambre haute. Jean-Michel Samaloukonde a déclaré que le Sénat appuie l'approche du chef de l'État de tenir le dialogue national à sa propre initiative dans une perspective républicaine et souveraine. De son côté, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est revenu également sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays. Et conformément aux prescriptions de la Constitution, la première ministre Judith Souminois a remis ce lundi au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, le projet de loi des finances exercice 2026. Il s'élève à 20,3 milliards de dollars américains. Et puis, pétition contre Vital Kamerhe, 262 signatures ont été récoltées. Les députés pétitionnaires maintiennent leur position et rejettent le pardon exprimé par le président de l'Assemblée nationale.
Merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de Télé 50. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.